suis absolument ravi de vous retrouver après quelques semaines d'absence dans l'émission de la réplique, patronnée, vous le savez, par Bernard Anthony. Et au micro aujourd'hui, votre serviteur Pierre-Henri, donc absolument ravi de revenir au micro de Radio Liberté et de vous retrouver. Avec aujourd'hui, tout d'abord en entrée de jeu, si je puis dire, une petite nouvelle des combats judiciaires de la Griffe. Et puis après, le gros de l'émission va être consacré à mon invité et à son ouvrage, que je vais présenter d'ici quelques minutes, un ouvrage d'histoire qui, après lecture, me paraît être absolument nécessaire. Alors, pour commencer, une bonne nouvelle, une fois n'est pas coutume, il est toujours intéressant d'en donner au micro, une bonne nouvelle du côté de la Griffe. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, la Griffe, c'est, depuis plus de 30 ans maintenant, l'Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Elle a été créée à la fin des années 80 par Bernard Anthony et son équipe de militants, et elle est depuis le début des années 90, 1991 exactement, apte à ester en justice et à se porter partie civile. Et ce qui fait que nous sommes, à l'heure actuelle, la seule véritablement en France à pouvoir aller en justice dans des affaires suivant la loi Plévin, de racisme anti-chrétien, anti-français et anti-blanc. Et nous avons déjà un palmarès judiciaire de victoire qui n'est pas si mauvais que ça, puisque nous avons gagné plus de 15% de nos 200 et quelques actions en justice, et nous allons pouvoir en rajouter une depuis hier, en tout cas la première instance, puisque nous avons remporté la première partie de notre combat judiciaire contre le rappeur Nick Conrad. Alors le rappeur Nick Conrad, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de ce triste individu qui avait diffusé un morceau de rap et un clip d'une violence et d'une barbarie assez inqualifiable qui s'appelait Pendez les Blancs. Alors, Pendez les Blancs avec tout le texte afférent, appelant entre autres joyeuseté à aller dans les crèches pour tuer des bébés blancs, et dont le clip montrait des actes de torture et d'exécution pratiqués par des individus noirs, en l'occurrence, sur des blancs. Voilà. Et donc, il a été traduit devant les tribunaux, le procès ayant eu lieu en janvier, et le résultat vient d'être rendu par les tribunaux hier. Il a été condamné d'une part à 5 000 € d'amende, mais avec sursis, ce qui peut paraître une peine bien légère compte tenu des types de condamnation dans des procès similaires, et à 1 000 € de dommages et intérêts pour les deux parties civiles, en l'occurrence la Griffe et, ironie de l'histoire, la LICRA, qui se retrouvait à côté de nos avocats dans les prétoires. Donc c'est une belle victoire pour nous d'avoir fait condamner ce texte de rap et ce clip absolument abject de racisme d'un côté, d'appel à la violence, d'appel au meurtre et à la barbarie de l'autre. L'inculpé, enfin on dit plus inculpé de nos jours, le prévenu, le condamné a fait appel, donc il y aura un deuxième épisode de ce moment judiciaire, et la Griffe sera bien présent pour continuer le combat. N'hésitez pas, chers auditeurs d'ailleurs, à nous soutenir en même temps que vous soutenez TV Liberté et Radio Liberté. Nous allons pouvoir passer maintenant à l'ouvrage qui a motivé l'invitation que j'ai faite à monsieur Michel Issaverdens, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, Michel Issaverdens, vous publiez aux éditions Godefroy de Bouillon un ouvrage petit par la taille mais grand par l'intérêt, qui s'appelle Pétain et De Gaulle, une part de vérité. C'est un livre qui est sorti il y a 1 an. Vous allez nous dire qu'il va bientôt y avoir une réédition intéressante. Et avant d'en venir au cœur du sujet, pour vous présenter rapidement, vous avez été militaire de carrière, cavalier d'ailleurs. Vous êtes aussi passé par les Languedoc, par Sciences Po. Vous avez une expérience certaine dans les relations internationales. Mais en fait, vous n'êtes pas historien de profession, mais vous vous décrivez comme un spectateur engagé, reprenant d'ailleurs une formule que Raymond Aron avait utilisée en son temps. Et ce spectateur engagé a voulu en fait descendre dans l'arène on va dire, du combat intellectuel, du combat qui concerne bien entendu les historiens, mais pas uniquement, puisqu'il s'agit de notre histoire, et surtout une histoire qui commence à dater un petit peu en nombre de décennies, mais qui n'en est pas moins absolument déterminante pour notre présent actuel. Et cette histoire, c'est celle de la période de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation en France, et autour de ces deux personnages, Philippe Pétain et Charles de Gaulle. Alors, d'où vous est venue en fait cette idée
d'aller faire ce travail en fait d'historien amateur, de spectateur engagé sur cette période-là? Alors, vous parlez d'historien, je ne suis pas historien. Je prends donc des précautions. Peut-être y a-t-il quelques erreurs par-ci par-là dans mon livre, car je ne suis pas historien. Pourquoi l'ai-je écrit? Comme je le dis au début du livre, c'est un cri du cœur, car je me suis aperçu très jeune que sur cette période, on nous présentait les choses de manière mensongère. Et au bout d'un certain temps, les différents mensonges qui s'accumulaient, j'avais du mal à les supporter. Je ne supportais plus qu'on me mente, enfin qu'on nous mente. Alors, c'est parti très tôt parce que, comme je le dis au début de mon livre, quand je suis passé du primaire au secondaire, donc vous voyez, il y a déjà quelques années, puisque je suis septuagénaire, je me rappelle encore très bien que mon livre d'histoire se terminait par une belle photo, une image en couleur, représentant le général Leclerc traversant la place de l'Étoile à la tête d'une armée innombrable de Français, au sein de laquelle il y avait 3 ou 4 Américains. Donc j'en avais conclu évidemment que Leclerc avait libéré la France, que les Américains bien gentils avaient délégué une petite section. Ouais, comme une force supplétive en fait. Force supplétive voilà. Et symbolique. Voilà. Et puis, bon, évidemment, rapidement, j'ai appris la vérité, donc j'ai été surpris qu'on nous apprenne officiellement des mensonges dans les livres d'histoire. Et alors, c'est intéressant à plus d'un titre, puisque on est dans les années ou les 2 décennies qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale, et déjà les programmes scolaires officiels, donc qui sont pilotés à partir du ministère, imposaient une certaine vision de cette période-là. Oui. Alors une vision qui a été, au moins jusqu'aux années 70, très marquée par une espèce d'orthodoxie gaulliste, en fait. Et c'est ça, en fait, qui vous a fait réagir. Oui, si vous voulez, le premier clic, c'est celui que je viens de décrire. Et puis ensuite, il y en a eu successivement plusieurs autres. D'abord, je me suis un petit peu intéressé quand même à notre histoire récente. D'abord, mon père était officier, il a fait la guerre dans l'armée de Lattre. Et j'ai trouvé curieux qu'on n'en parle jamais, jamais. Bon, alors j'ai gratté un peu, j'étais adolescent, j'avais 15 ans, 16 ans, et j'ai découvert que non seulement il y avait l'armée de Lattre, dont on ne parlait pas, mais il y a eu une armée française, un corps expéditionnaire français en Italie qui a fait un travail remarquable, sous les ordres d'un certain général Juin, dont je n'avais jamais entendu parler, ouais. Et dont on a quand même fait un maréchal de France. Non, 300 000 hommes d'ailleurs sous ses ordres. 300 000 hommes sous ses ordres. Ouais. Et les Américains tiraient leur chapeau devant le général Juin. Alors, on n'en parlait pas. On ne parlait que de la deuxième DB, qui est remarquable, qui est tout ce qu'on veut. Mais pourquoi cacher les autres? Pourquoi cacher les autres? Pourquoi cacher aussi le rapport de force en proportion entre on va dire les forces françaises d'un côté et puis les forces alliées de l'autre, américaines, anglaises et puis aussi d'ailleurs canadiennes et autres. Oui. Pourquoi présenter uniquement l'entrée à Paris de Leclerc, qui, vous le rappelez aussi, était aussi une décision des alliés à caractère symbolique? Et qui se comprend tout à fait. Il fallait que la capitale de la France fût libérée par des armées françaises, et symboliquement c'est tout à fait légitime, on va dire, mais pourquoi faire passer quelque chose qui est éminemment symbolique pour une réalité objective totale, sans voir ce qu'il y a eu à côté? Exactement. La deuxième DB, qui était une division commandée par un chef remarquable, et elle-même remarquable, bien sûr, mais c'était 12 000, 15 000 hommes. Donc, je ne veux pas dire une goutte d'eau, mais une toute petite unité vue par le commandant en chef américain qui avait sous ses ordres plus d'1 million d'hommes. Et de même que le jour du débarquement, le fameux commando Kieffer, son débarquement à Ouistreham est une goutte d'eau dans l'océan des troupes américano-anglaises qui ont été débarquées sur les plages de Normandie. Bien sûr. D'ailleurs, la deuxième DB elle-même n'a débarqué en Normandie qu'un mois et demi. Qu'un mois et demi après le début des combats. Après le début des combats. Mais je ne veux pas lui retirer toute sa... Tout ce qu'elle mérite, bien entendu. Mais il faut être raisonnable et ne pas mentir. Et alors, justement, en fait, derrière votre objectif, votre idée dans ce livre, c'est aussi une réaction contre une injustice d'une forme d'histoire officielle.
c'est-à-dire une injustice au niveau moral, puisque la distorsion des faits, le mensonge, qu'il soit volontaire ou involontaire, par omission ou par distorsion des faits, conduit souvent en fait à prendre des boucs émissaires, ou de l'autre côté prendre des héros, et donner une représentation morale issue des faits triturés, qui ne sont plus objectifs. Et c'est ces formes d'injustice-là aussi qui ont dû vous faire réagir. Oui, en fait, ce qui m'a fait réagir, c'est le manichéisme. Les uns sont tout blancs, et les autres sont tout noirs. Je suis désolé, mais ça, je ne le crois pas. C'est pas possible. N'importe quelle personne raisonnable admettre que ce n'est pas possible. Les uns ne sont pas tout blancs, ne sont pas tout noirs, c'est clair. Mais dans des circonstances épouvantables qu'a connues la France à cette époque-là, chacun a fait ce qu'il a pu, conformément à son sens de l'honneur, conformément au bien de la France. Mais ça a conduit à des épisodes différents, points de vue différents peut-être. Mais de là à provoquer une guerre civile entre Français qui n'ont pas adopté les mêmes points de vue, ça me choque. Je comprends très bien que De Gaulle soit allé à Londres. Je comprends très bien que beaucoup de gens soient allés le rejoindre. Et je leur tire mon chapeau. Si j'avais eu 20 ans à cette époque-là, je n'aurais pas supporté de croiser un Allemand sur le territoire de mon pays, bien entendu. Mais de là à condamner ceux qui ont fait autrement, ceux qui sont allés en Afrique du Nord, reconstituer une armée qui nous a libérés à partir de Marseille, non, je ne suis pas d'accord. C'est dommage qu'à la fin de la guerre, il n'y ait pas eu un grand discours réconciliateur disant, bien sûr, il y a eu des erreurs, étant donné les circonstances, mais chacun a cru bien faire, de toute façon, pour le bien de son pays. Je disais d'ailleurs en propos d'introduction que ces événements des années 40 ont toujours des résonances actuelles, des résonances à la fois extrêmement profondes, mais que l'on retrouve aussi à la faveur de petites anecdotes, on va dire, qui parcourent la vie politique et intellectuelle. On pourrait en donner 3 exemples. Là, c'est assez central dans les thèses que vous allez reprendre, on va dire la réévaluation du rôle de Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale est l'un des chevaux de bataille, si je puis dire, intellectuels d'Éric Zemmour. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui lui est systématiquement reproché. À chaque parution d'un nouveau livre d'Éric Zemmour, en tout cas quand il traite de thématiques historiques, il y a en particulier les chapitres qui traitent de l'occupation et du rôle de Pétain. Et il reprend en cela quelqu'un que vous aussi vous reprenez, un historien qui est en même temps rabbin, qui travaille d'ailleurs au centre d'histoire de Yad Vashem, qui est le rabbin Alain Mel, dont on aura l'occasion de reparler. Deuxième point, c'est que l'année dernière, nous étions au centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, et qu'il y a eu, comme l'on dit, une polémique agitée principalement dans les médias sur la place de Pétain dans les commémorations. C'est-à-dire Pétain, le vainqueur de Verdun, et on a accusé d'ailleurs Macron de l'avoir laissé au rang des officiers honorés pour ce centenaire. Et troisième anecdote, certains ne sont pas forcément au courant, puisque ça n'a pas fait beaucoup de bruit, il y a eu la dernière promotion de Saint-Cyr qui devait être nommée du nom de Loustono Laco. Loustono Laco est un nom qui est aujourd'hui relativement oublié, et pourtant ce fut l'un des premiers et l'un des plus solides, si je puis dire, résistants, qui venait, on va dire, d'une famille idéologique de droite, et qui a résisté dès la première heure, mais pas du tout dans les schémas que l'histoire officielle, ou alors l'histoire de gauche ou communiste, a voulu plaquer après la Seconde Guerre mondiale. Et Loustono Laco, le fait que son nom soit utilisé pour nommer la dernière promotion de Saint-Cyr a suscité une polémique. Cette promotion a été débaptisée. On va peut-être en reparler de Loustono Laco. Mais ces 3 petits éléments qui se sont passés il y a quelques mois montrent bien que la question de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation, de toutes ses conséquences dans les esprits, dans l'histoire politique aussi des différentes familles, extrême gauche, gauche droite, extrême droite, etc., est absolument déterminante, et qu'il ne s'agit pas du tout de vieux rebuts, comme on parlerait, je ne sais pas, du Proche-Orient à l'époque de Sumer et de Babylone. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Effectivement, les 3 points que vous soulevez font partie des phénomènes assez insupportables et des mensonges qu'on continue à colporter aujourd'hui. Le premier, c'est Zemmour à la radio. Il se trouve que l'autre jour, j'ouvre mon poste de radio sur je ne sais plus quelle chaîne, et puis j'entends Éric Zemmour dire à son interlocuteur, qui était, je crois, Guillaume Durand, il lui disait, mon cher Guillaume Durand, je m'appelle Éric Zemmour, je suis juif, et j'affirme
que le maréchal Pétain a sauvé une grande quantité de juifs. Et son interlocuteur, furieux, a fini par pratiquement lui couper la parole pour le reste de l'émission. La deuxième chose, c'était l'affaire, du centenaire de 14-18. De 14-18. Déjà en 2016, à l'occasion du centenaire de Verdun, on n'a pas prononcé une seule fois le nom du maréchal Pétain. C'est quand même curieux. C'est en fait, ça rappelle, on n'est pas loin en fait des procédés de l'époque stalinienne qui consistaient à effacer, à gratter ou à gommer des photos officielles les personnages qui étaient passés par la case goulag ou qui avaient été Exactement. fusillés. Alors, j'étais au moment du centenaire de Verdun, j'ai participé ou assisté à une cérémonie dans une place. On n'a pas cité une seule fois le nom de Pétain, mais on a cité le nom du général qui était en face. C'est extravagant. C'est extravagant. Et l'année d'après, 2017, c'était l'anniversaire de la défaite, qu'on peut dire, du chemin des dames, de la catastrophe du chemin des dames. Et bien on a prononcé le nom du général français, Nivelle, qui en était à l'origine. Alors c'est quand même curieux ce procédé. Et alors, enfin, vous parlez de Loustono Laco. Loustono Laco, je le connaissais mal, mais un petit peu. Je dois reconnaître que j'avais été un peu surpris qu'on choisisse ce nom, malgré toutes ses qualités, parce que c'était quand même quelqu'un d'un peu agité, si on peut dire. Il avait été un peu agité avant la guerre, on l'avait dit d'ailleurs. Oui, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il avait été emprisonné par Daladier pour activisme anticommuniste et emprisonné par Végan. Oui. Son agitation risquait de porter tort aux accords Végan-Murphy qui étaient en cours de négociation. Donc c'était quand même quelqu'un d'un peu intriguant. Un peu intriguant, mais en attendant, véritable et authentique résistant. Alors d'abord, un excellent soldat pendant la guerre d'14 où il avait fait ses preuves. Ensuite, un grand résistant, il a créé un des premiers réseaux avec l'accord du maréchal Pétain. Le réseau Navarre. Le réseau Navarre. Ouais. Et c'est parce qu'il avait créé ce réseau que Pétain lui a demandé de constituer aussi la force des combattants, des anciens combattants, le nom m'échappe. La Légion des combattants. La Légion des combattants. La Légion des combattants. Que beaucoup de gens prennent pour quelque chose d'épouvantable. En fait, ça consistait à regrouper les anciens combattants pour qu'ils créent en France un état d'esprit anti-allemand et un état d'esprit de la revanche. Donc ce n'est pas condamnable quand même. Et alors, Loustono Laco a pris plus ou moins la tête de cet organisme, et puis il a été arrêté par les Allemands. On dit que c'est Pétain qui l'a livré. Je n'y crois pas du tout. Parce que si quelqu'un l'avait livré, ça aurait été Végan. C'est Végan qui l'avait arrêté. Je ne vois pas Végan foncièrement anti-allemand et foncièrement droit livrer un de ses officiers aux Allemands. Ça me paraît totalement impossible. Et d'ailleurs, à sa libération et dans ses témoignages dans les procès de l'immédiate après-guerre, jamais Loustono Laco n'a, le moins qu'on puisse dire, n'a accablé Pétain. Non seulement il ne l'a pas accablé, mais il l'a défendu au procès en disant « Je viens le défendre alors que je ne lui dois rien. Non seulement je ne lui dois rien, mais disons, par l'intermédiaire de Végan, il m'a mis en prison. » Et en rajoutant d'ailleurs qu'il était, alors je ne cite pas mot à mot, mais qu'il était accablé de voir tant de pleutres régler leurs comptes sur le dos d'un vieillard. Exactement. Voilà. Tant de pleutres qui, au moment du danger, sont partis et ont été bien contents de trouver un bouc émissaire en la personne du maréchal Pétain qui devait avoir 85 ou 86 ans, ce qui à l'époque était déjà incroyable d'être tout plein de vigueur à 86 ans. Aujourd'hui, on trouve ça à peu près normal. Mais à l'époque, c'était très rare. Oui, on voit en Italie, Berlusconi se porte très très bien, il arrive octogénaire, il tient encore là. Bon, mais à l'époque, en 40, c'était pas le cas. C'était pas forcément toujours le cas. Donc aller chercher en 1940 quelqu'un qui a 86 ans, c'est quand même un peu fort de café. Et on va d'ailleurs, donc Loustono Laco, au passage, si vous arrivez, amis amateurs d'histoire ou bibliophiles, à mettre la main sur ces mémoires d'un Français rebelle, si je ne m'abuse, que l'on peut trouver chez les bouquinistes, ou peut-être en cherchant bien sur Internet, je vous les recommande chaudement. Alors votre livre, je rappelle, Pétain et De Gaulle, une part de vérité, aux éditions Godefroy de Bouillon, est structuré en chapitres qui chacun, en fait, chacun prend une idée reçue que vous employez à démonter, et en démontrant justement les raisons objectives qui font que c'est une idée reçue, ou fausse, ou erronée, ou mensongère. Et cet aspect thématique, en fait, ce découpage thématique est particulièrement intéressant. Je vous disais avant qu'on commence l'émission que cela faisait de ce petit livre une espèce de bréviaire de réinformation sur cette question-là.
apte en particulier aussi à ouvrir des appétits de lecture, des portes pour les lecteurs qui ont envie d'approfondir la question. Alors, chronologiquement, vous commencez en fait par un chapitre qui explore les rapports entre Pétain et De Gaulle avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que chacun sait que Pétain et De Gaulle se connaissaient depuis longtemps, qu'ils avaient eu des accords des liens très étroits, puisque Pétain, en 1914, commandait un régiment d'infanterie et que De Gaulle, sortant de Saint-Cyr, son premier régiment a été ce 33e régiment d'infanterie. Donc il s'est trouvé jeune lieutenant sous les ordres du colonel Pétain, pour lequel il a eu tout de suite une forte admiration. Et c'était assez réciproque. Pétain estimait ce jeune grand lieutenant qui avait de la gueule et qui avait une grande culture. Et ce qui fait qu'ils se sont retrouvés assez souvent. Pétain l'a fait venir plusieurs fois dans les différents postes qu'il a occupés après la guerre, les postes éminents qu'il a occupés à la tête de l'armée française. Mais un jour, ça s'est gâté. Pourquoi? Parce que Pétain voulait, a demandé à son cabinet, et notamment à De Gaulle, qui était la plume, une des plumes, de rédiger un livre dont il avait déjà prévu les grandes têtes de chapitre, et puis les idées générales et les conclusions, grosso modo, qu'il fallait en tirer. Je ne me rappelle plus, ça s'appelait Le Soldat français. Ça devait s'appeler Le Soldat français. Le Soldat français, oui. De Gaulle s'est mis au travail, et il se trouve qu'à un moment, il a dû aller en mission ailleurs, donc quelqu'un d'autre a terminé le travail, et De Gaulle n'était pas content de la physionomie qu'a pris le travail, l'ouvrage, et il a fait savoir à Pétain qu'il n'était pas d'accord. Lui, capitaine, il n'était pas d'accord avec ce que le maréchal Pétain s'apprêtait à publier. Et Pétain, du coup, a décidé de ne pas publier le travail en question. Quelques années plus tard, 4-5 ans plus tard, le lieutenant-colonel ou colonel de Gaulle a ressorti le texte, l'a remanié à sa manière, et l'a publié sous son nom et sous un autre titre. Donc la France et son armée. La France et son armée. Voilà. Ce qui est proprement scandaleux. Ah bah c'est du vol intellectuel. C'est du vol intellectuel. Ouais. Il était payé pour aider le maréchal Pétain à rédiger ce qui se fait partout. Il était la plume. Moi, il se trouve que j'ai servi à l'état-major des armées. J'étais une des modestes plumes du chef d'état-major des armées. Il ne me serait jamais venu à l'idée de vous approprier le travail. D'aller le vendre en librairie, bien entendu. Enfin, je n'ai pas le charisme de Gaulle, loin de là. Mais c'est scandaleux. Il aurait dû être très lourdement sanctionné pour ça. Et c'est à ce moment-là que Pétain a mis un peu de distance avec lui parce qu'il a été outré par cette manière de faire. La proximité avant donc cette brouille qui date de 1938 a été assez proche. Même vous l'avez demandé Pétain d'être le parrain d'un de ses enfants. Et d'ailleurs Pétain, qui était plutôt, je dirais pas anticlérical, mais qui n'était pas très pieux, pas très pratiquant, le mot disons libertin, voilà, était resté à l'extérieur sur le parvis de l'église pendant le baptême. Parce que ses convictions, voilà, il ne voulait pas paraître pour ce qu'il n'était pas, en tout cas par conviction. Alors, j'ai entendu dire qu'en fait, il n'était pas vraiment le parrain. J'avoue que je n'ai pas creusé cette affaire-là, qui est anecdotique. Oui, mais ça montre tout de même que la proximité a été réelle, a été existante entre ces deux hommes pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans. Pendant plus de 20 ans. Oui. Et Pétain a dit, il m'a trahi. Il m'a trahi. Et dans cette histoire d'appropriation intellectuelle, de vol intellectuel de la part de De Gaulle, il y a aussi toute la question des orientations stratégiques qui ont été données à l'armée française dans les années 20 et les années 30, qui après ont conduit justement à des accusations disant que Pétain faisait partie de tous ceux qui avaient enlisé la pensée stratégique française dans l'entre-deux-guerres et qui avait mal préparé l'armée à la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce vrai? Alors, c'est incroyable de constater combien Pétain a été adulé, tout ce qu'il faisait était formidable jusqu'en 1940, et tout d'un coup, tout ce qu'il a fait rétrospectivement était mauvais. Bon, c'est pas très sérieux. Ce qui fait que quand on a voulu le condamner en 1940, 45, etc., on est revenu en arrière et on s'est mis à condamner a posteriori tout ce qu'il avait fait. On a fait de lui un mauvais général. On a dit, tiens, finalement, il a été un mauvais général pendant la Première Guerre mondiale. Alors moi, je pose la question, s'il était un mauvais général, pourquoi est-ce qu'on lui a confié toute l'armée française? Oui, et puis pourquoi on lui a donné le bâton de maréchal? Comparons objectivement ce qu'il a fait lui et ce qu'a fait Nivelle, dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et puis, il a sauvé l'armée française en 1917 de la révolte. Absolument. Il disait d'ailleurs, c'est mon plus grand titre de gloire, plus que Verdun. Ça n'a pas dû être évident. Ça n'a pas dû être évident. Et il était adoré. Et il était adoré des anciens combattants, des soldats. Des soldats, ensuite... parce qu'il a toujours voulu être
le plus économe en vie humaine possible, et le plus intelligent et modéré dans les répressions des mutineries et des désertions. Exactement. Et d'ailleurs, dès le début de la guerre, il lui est arrivé de désobéir à son chef, parce qu'il estimait que telle attaque ou telle contre-attaque ne se justifiait pas. En particulier le fort de Douaumont. En particulier le fort de Douaumont, ouais. Tant qu'on n'avait pas à sa disposition les moyens, notamment en artillerie, pour diminuer la défense des Allemands et préparer l'attaque. Et donc préserver le sang français. Et du coup, beaucoup de gens s'appuient maintenant là-dessus pour dire qu'il ne voulait pas attaquer, qu'il était un défaitiste. Bon, c'est ridicule. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est dans les questions stratégiques, qu'il a été lui aussi, mais ça c'est complètement occulté, partisan du développement de l'arme blindée. Mais bien sûr. Alors aujourd'hui, tous les Français sont convaincus que le grand patron de la naissance de l'arme blindée en France, c'est De Gaulle. C'est un mensonge. C'est peut-être le pire de tous les mensonges. Le premier qui a dit « je veux des chars, je veux absolument des chars », eh bien, c'est Pétain, je suis désolé, mais on peut le prouver, je le prouve. Oui, et vous vous rappelez aussi d'ailleurs que les grands historiens, les universitaires officiels, si je puis dire, oublient assez régulièrement de le mentionner, en particulier sa dernière biographe en date, Bénédicte Vergès-Chaignon, qui a publié il y a, je crois, plus de 2 ans maintenant, un immense pavé biographique sur Pétain et qui ne fait pas du tout mention. Non seulement elle n'en fait pas mention, mais elle reprend une phrase de Pétain disant « j'essaye de préserver les hommes » à coup de matériel, elle dit, bah, du coup, finalement, il préserve le matériel à coup d'homme. Oui, elle dit ça. C'est une inversion complète, quoi. Quand même. Voilà. Et alors, du coup, on dit aussi que juste après la guerre, il était tellement pacifiste, défaitiste, il voulait que lui, qu'il y en avait 2 conséquences. La première, c'est qu'il ne voyait dans les chars que des moyens accessoires destinés à appuyer l'infanterie, mais surtout pas à attaquer, ce qui est complètement faux. Je le prouve dans mon livre, je montre les textes, je montre ses écrits. Et deuxièmement, qu'il était favorable à la ligne Maginot, ce qui prouve bien que c'était un défensif, qui n'avait pas du tout l'esprit offensif. Mais là aussi, c'est faux. Il était opposé à la ligne Maginot initialement, et tellement opposé que Joffre, chargé de la construire, a démissionné. Et vous citez d'ailleurs en page 32 une phrase tirée des actes et écrits de Philippe Pétain. La conception de l'armée défensive a fait son temps. Nous devons disposer sur terre comme dans les airs de forces puissantes à déclenchement immédiat. Exactement. Ce qui, le moins qu'on puisse dire, n'était pas passéiste. C'est pas le langage d'un passéiste ou d'un défaitiste ou d'un défensif pur et dur. En fait, ce que vous décrivez dans ces premiers chapitres montre une espèce de pas de gémellité conflictuelle de Gaulle et Pétain, mais 2 parcours de 2 hommes de générations bien différentes, mais 2 parcours qui auraient pu converger complètement. Mais bien sûr, quel dommage. Mais que l'accident de l'histoire a fait diverger radicalement. Quel dommage, il se serait tellement complété. Mais ne serait-ce que sur les chars. Donc j'ai dit que dès la Première Guerre mondiale, c'est lui qui a fait ouvrir des usines de chars. C'est lui qui a au moment des dernières contre-attaques, qui a fait mettre en place beaucoup de chars et de canons d'artillerie, toujours pareil, pour protéger le sang français, pour ne pas envoyer avec des pantalons rouges les gens au casse-pipe face aux mitrailleuses. Dès le début, il s'est révolté contre cette manière de faire. Et dès la fin de la guerre, il a dit attention, oui, on vient de la paix, mais l'Allemagne risque d'encharde, il nous faut encore des chars, toujours des chars. Il a insisté dès 1915. Dès 1919, pardon, dès la fin, tout de suite après la guerre, dès 1919. Et il a réinsisté à nouveau pendant toutes ces années, jusqu'à ce qu'il devienne ministre pendant quelques mois en 1934, où il a fait donner des crédits pour constituer des bataillons de chars. Alors qu'on ne dise pas qu'il est au char. Certes, il voulait des chars d'accompagnement de l'infanterie, il l'a dit, mais il voulait aussi des chars d'offensive pour le combat global. Et donc, il voyait les choses de la manière suivante. Dans un premier temps, oui, on bloque l'ennemi, mais il ne faut pas s'arrêter là. Dans un deuxième temps, avec nos moyens offensifs, il faut le détruire. Et ça, on met en valeur le premier élément et on efface le deuxième. Vision tronquée de l'histoire. Oui. Alors on arrive justement à la période clé qui est celle de l'occupation. Cette période, elle est justement l'objet d'une agrégation de versions complètement tronquées de son histoire.
Alors, quelle que soit d'ailleurs l'origine, ça peut être l'origine gaulliste des décennies d'après-guerre, ça peut être l'origine communiste, la légende du parti des 75 000 fusillés, et c'est devenu une espèce de vulgate qui a toujours cours aujourd'hui, qui est relayée dans l'éducation nationale, qui est relayée dans les médias par des gens qui ne connaissent pas vraiment bien le sujet, mais qui donnent des avis qui sont toujours, entre guillemets, autorisés. Et c'est relayé aussi à partir de certains travaux d'historiens et d'universitaires qui ne devraient absolument plus faire autorité, en ce sens que la recherche et les réévaluations universitaires les ont relégués à on va dire, à des conceptions obsolètes, mais qui font toujours autorité malgré leurs erreurs, leurs approximations et leurs partis pris. Et cette vulgate-là repose sur quelques piliers, si on peut dire, concernant cette période de l'occupation et du rôle de Pétain. Dans ces piliers, il y a les travaux de l'incontournable, entre guillemets, et je le dis non pas au sens positif, Robert Paxton. Et Paxton a été, à partir de la fin des années 60 et des années 70, un historien américain d'origine, Paxton a été le grand Manitou des études universitaires sur la Seconde Guerre mondiale, en particulier sur le régime de Vichy et sur le rôle de Pétain et du régime de Vichy dans la collaboration. Et la non-remise en question des travaux de Paxton maintient cette vulgate complète qui donne une vision tronquée de ces 4 années d'occupation. Oui, exactement. À partir du moment où on cite Paxton, c'est curieux, mais tout le monde s'incline. Oui, ou s'agenouille. Ou s'agenouille. Oui, prosternation. Du moment que Paxton l'a dit, c'est que c'est vrai. Je suis désolé. Bon, la plupart de ce qu'il dit est vrai. Mais il y a quand même